Les recommandations médicales, ça va être déjà d'attendre la fin des lochis, donc la fin des saignements qui arrivent après l'accouchement. Et puis attendre aussi, on recommande d'attendre que la rééducation périnéale soit faite pour celles qui le font, donc après 6 semaines environ postpartum. Mais là encore, quand on pense en ces termes de la reprise de la vie sexuelle, les professionnels pensent en termes de relation avec pénétration. Alors qu'on peut reprendre une vie intime juste après l'accouchement quand on sent l'envie. AVS avec Philippe Robichon. À votre santé, à votre sexualité, le mardi sur Beurre FM jusqu'à 10h avec Nadia El Bouga. Bonjour Nadia. Bonjour Philippe, bonjour à toutes et à tous. Vous êtes sage-femme et sexologue clinicienne. Notre invitée aujourd'hui s'appelle Camille Bataillon. Bienvenue Camille. Bonjour tout le monde, merci de me recevoir. Bonjour Camille. Avec plaisir, vous êtes sexologue et coach en intimité, spécialisé en bien-être sexuel, slow sex et sexo-périnatalité. Ça en fait bien des mots et vous êtes là aujourd'hui pour présenter votre livre qui s'appelle Réinventer sa vie intime après bébé, sous-titré Guide pratique bienveillant pensé par une sexologue engagée chez Kiwi Édition. Vous racontez que vous suivez votre premier cours de sexualité humaine à 23 ans. À ce moment-là, vous vivez en Californie. Et qu'est-ce qui se passe ce jour-là ? Ce jour-là, je dois dessiner, alors comme devoir, je dois rentrer à la maison et observer ma vulve dans un miroir. Donc aujourd'hui, on entend de plus en plus parler de ça, mais il y a quelques années, c'était tout nouveau. Je fais OK, c'est vrai que c'était la première fois que j'allais observer vraiment ma vulve dans un miroir. Et j'ai dû la dessiner et la présenter aux autres élèves. Et on faisait tous ce travail-là et je trouvais ça juste incroyable. Ça a décidé de votre vocation ? Non, c'était déjà présent, mais ça fait que renforcer. Je me suis dit, ouais, là, c'est vraiment ce que j'ai envie de faire, quoi. Voilà. Alors, vous parlez-vous d'une nouvelle spécialisation ? Alors, je ne sais pas si elle existe en tant que telle, la sexo-périnatalité. Donc, ça existe ? Il y a des formations, il y a des cursus ? Il n'y a pas forcément de... Alors, on en parle de plus en plus de la sexualité en périnatalité, donc avant, pendant et après la grossesse. Mais c'est vrai que c'est un terme qu'on entend peu parler. Oui. Je ne l'ai pas inventé, je l'ai trouvé. Je pense que c'est un terme au Canada, la première fois que je l'ai entendu. Mais du coup, je veux le démocratiser ici parce qu'on en a bien besoin aussi. Les Canadiens, ils sont toujours en avance. Ils sont toujours en avance. Avec les Belges, hein. Oui, c'est vrai. Ces concepts-là, ils ont toujours un concept d'avance. Ils ont 10 ans d'avance. Ouais. C'est vrai, on est en retard en France, il faut le dire. Bien. Et alors, il y a un mot que vous utilisez beaucoup et auquel vous tenez beaucoup, c'est le mot intimité. Qu'est-ce qu'on appelle la vie intime en périnatalité ? Je voulais pas forcément parler de sexualité parce que déjà parler de sexualité dans un titre d'un livre, des fois ça peut freiner certaines personnes à l'acheter. Je voulais vraiment que ce soit doux, accueillant, et intimité c'est très vaste. Souvent quand on pense sexualité avec pénétration. Là je voulais parler d'intimité, donc tout ce qui a les caresses, se sentir connecté à sa partenaire, tout ce qui est le plaisir, la découverte des corps, etc. C'est très vaste en fait. En sachant que un des objectifs, je pense, est qu'un jour, on peut émettre un vœu pieux, que lorsqu'on utilise le terme sexualité, les gens entendent intimité et arrêtent d'entendre génitalité quand on parle de sexualité. Oui, c'est l'objectif. Mais c'est ce travail qu'on fait. On n'en est pas encore là. Je me méfie toujours quand j'entends certains mots dans la bouche d'une sexologue, vœu pieux, je me méfie toujours. Oui. Je dis ça à Nadia parce qu'elle me reprend toujours sur les mots que j'utilise. Attention, vous allez encore donner le bâton pour vous faire battre. Non, d'accord, bon. Non, j'ai utilisé une vieille expression ce matin et je l'ai pris sur le coin du nez. Ah, c'était quoi ? C'est parti mon kiki. Ah. J'ai une vieille expression, ma grand-mère elle disait ça. Elle disait c'est parti mon kiki, mais vous pouvez pas dire ça à une sexologue. Je lui ai dit, il ne faut pas dire ça à une sexologue. Mais d'ailleurs, quand on cherche l'origine de cette expression, il y a quand même un rapport avec... Les poulets. Vous avez lu que ça avec les travailleuses du sexe et leurs clients. Bon, je vous invite à faire vos recherches. Mais c'est intéressant. Non, mais c'est vrai que c'est intéressant toujours les vieilles expressions qu'on utilise, dont on a oublié parfois le sens, et quand on se les réapproprie, qu'on voit leurs histoires, c'est toujours intéressant. Comme les gros mots d'ailleurs aussi. Hein. Exactement. Vous pensez à quoi, Camille ? Quand on parle de pute, de con, etc. Alors con, on a complètement oublié. Alors ça, c'est à part Brassens. Oui. Ouais. Et pourtant, il y a beaucoup d'insultes qui ont des origines comme ça, sexuelles et sexistes surtout. Oui, surtout sexistes. Bon, en tout cas, vous pourrez écrire un guide toutes les deux, des mots qu'on utilise déjà, sans savoir. Non, mais enfin, un 2021, vous voyez, plus inclusif, plus... Ouais.
Ouais. Votre intérêt pour la sexopérinatalité est né en 2016, bien avant que vous ne deveniez sexologue. Ça commence par une application australienne, c'est-à-dire là, pour une fois, c'était pas les Canadiens. Ouais, c'est une application qui a l'objectif en fait d'accompagner les personnes qui allaitent, parce que là aussi il y a aussi beaucoup de choses à faire de ce côté-là. Et quand du coup je travaillais avec cette compagnie et ils mettaient ça en place avec plein d'informations sur l'allaitement, et je leur disais mais il manque vraiment une catégorie importante sur l'intimité, parce que j'essayais déjà de faire mes recherches là-dessus. On ne parlait pas vraiment de ce sujet-là, de ce qui se passe en fait au niveau de l'intimité quand on est enceinte, en postpartum. Et je me suis dit, il faut qu'on en parle, quoi. C'est pas possible. Je tapais le poing sur la table, je me disais, il faut qu'on en parle. Alors, cette période du postpartum, finalement, elle va de quand à quand? Parce que là, vous dites la période quand on est enceinte. Mais si vous parlez du postpartum, par définition, c'est pas la période où vous êtes enceinte. C'est après, c'est du moment où on accouche et on délivre le placenta. Et là, aujourd'hui, on tend à l'étendre jusqu'à 2 ans même. Parce que en fait, ça a un impact, le postpartum, déjà sur le corps, sur le bien-être, sur comment on se sent. Et voilà, faut prendre le temps de se remettre et de prendre ces nouvelles marques. C'est ça. En fait, le partum, c'est le travail. C'est toute la période où il y a un travail corporel pour pouvoir accueillir son bébé. Donc, ce qui est avant cette période-là, c'est la période antépartum, et après, c'est la période postpartum. Mais quand Camille, elle parle de sexopérinatalité, en fait, ça englobe toutes ces 3 périodes-là de la vie d'une femme, d'un homme et d'un couple. Exactement. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui comme études en sexopérinatalité qui existent et de disponibles? Aucune. D'accord, donc en fait aujourd'hui c'est vraiment un sujet émergent. On n'a pas vraiment d'études qui viennent valider ce que vivent les couples et les informations dont ils auraient besoin dans cette période charnière pour eux. Ouais. Donc c'est ce que j'ai essayé de faire à travers ce livre, c'est-à-dire regarder toutes les études, parce qu'il y a des études quand même qui s'intéressent. Alors évidemment c'est vachement hétérosexuel, sur les couples hétérosexuels, et du coup d'en proposer des formations. Donc récemment en Belgique, c'était auprès des sages-femmes que j'essayais de transmettre un petit peu ces informations, et comment les sages-femmes peuvent aussi parler d'intimité, ou du moins pouvoir réorienter les personnes enceintes ou les couples qui se posent des questions ou qui auraient besoin d'être accompagnés, quoi, pour pas qu'ils ou elles se sentent seuls dans cette période-là. Tout à fait. C'est surtout une période, et même chez les professionnels de santé, où il y a encore beaucoup de fausses croyances, que d'ailleurs Camille déconstruit dans son livre. Mais peut-être aussi parce que les professionnels de santé, eux non plus, ne sont pas formés et donc sensibilisés. Exactement ça. Pas sensibilisés, on n'est pas... le thème de la sexualité, c'est encore assez tabou, on a du mal à en parler, c'est quand même récent qu'on essaye de mettre des mots dessus, qu'il y a des ouvrages dessus, qu'il y a des contes sexos qui parlent de ça. Mais c'est vrai, l'objectif du coup du livre, c'était de pouvoir aussi parler, en fait, que ce soit un outil, que ce livre soit un outil pour l'aborder. Donc je suis ravie qu'aujourd'hui on puisse l'aborder. Tout à fait. Et d'ailleurs, vous le dites dans le livre, il y a vers la fin du livre, une partie qui concerne les professionnels de santé. Dans l'interrogatoire médical, il y a encore beaucoup de professionnels qui ont du mal à questionner sur la sexualité de la personne en face, du couple. Oui, pour beaucoup de professionnels, encore une fois, c'est parce que il n'y a pas eu de formation là-dessus, ou elles ne savent pas sur quel terrain ou sur quel pied danser, donc c'est une sorte d'inconfort. Et puis pour les personnes en face, pour les patientes, les couples, ils se disent c'est pas le lieu approprié pour parler de ça ou poser mes questions, quoi. Et je le dis souvent, c'est la même problématique avec les violences conjugales. C'est vraiment deux thématiques qu'il faut standardiser en fait dans nos questionnaires. On devrait même plus se poser la question, et il y a 1001 façons d'amener les choses de façon très, très douce pour que la personne en face réponde sans même s'en rendre compte. Enfin, se rendre compte en tout cas qu'elle est déjà dans un questionnement qui porte sur sa sexualité. Oui. Et les sages-femmes du coup sont une belle porte d'entrée aussi pour amener cette thématique. C'est pour ça que je voulais vraiment m'adresser à elles, ou Doula aussi, pour que elles posent des questions, ou en tout cas qu'elles redirigent au moins, mais qu'on puisse au moins avoir une séance où ça puisse être abordé. Alors la question qui revient le plus souvent chez les couples, c'est la question de la reprise de la vie sexuelle active après l'accouchement, et quelles sont les recommandations précises où la sexualité peut reprendre. Et c'est quoi la réponse à cette question ? Alors, on va Mesdames, Camille, tiens.
En même temps, quand vous avez envie. Alors, les recommandations médicales, et là, Nadia, vous me direz si je me trompe, mais souvent, généralement, ça va être déjà d'attendre la fin des lochis, donc la fin des saignements qui arrivent après l'accouchement. Et puis, attendre aussi, on recommande d'attendre que la rééducation périnéale soit faite. Donc, pour celles qui le font. Hein. Pour celles qui le font, donc après 6 semaines environ postpartum. Mais là encore, quand on pense du coup en ces termes de la reprise de la vie sexuelle, les professionnels pensent en termes de relation avec pénétration. Alors qu'on peut reprendre une vie intime juste après l'accouchement quand on sent l'envie. Mais là, c'est pas une question de professionnel. Hein. Pour le coup, ça, c'est une question de parents. Oui, mais qui, du coup, est influencée parce que les professionnels vont dire aussi. C'est-à-dire, attendez les 6 semaines, etc. Mais sans dire, attendez les 6 semaines si vous voulez des rapports avec pénétration. Pourquoi ? En plus, est-ce qu'on explique le pourquoi derrière ? C'est parce qu'il peut y avoir des risques d'infection, puisque le col de l'utérus est encore ouvert après l'accouchement et que des germes peuvent remonter jusqu'à l'utérus. Donc, si vraiment les couples ont ressentent l'envie d'avoir des rapports sexuels avec pénétration, c'est possible en utilisant des préservatifs aussi. Enfin, il faut pouvoir donner toutes ces informations-là. C'est ça. Et même ça, c'est controversé dans le monde médical parce qu'en réalité, par exemple, les rapports sexuels pendant la période des menstrues, et on va dire déconseillée par certains professionnels, mais en fait elle n'est pas interdite. Donc c'est pareil, c'est la même chose pour les lochis en fait, parce que finalement lochis, ça veut dire quoi en fait ? C'est les saignements que la femme a après un accouchement, voilà. Avant le retour de couche, donc le retour de couche, c'est justement les premières règles après l'accouchement. Et il n'y a pas de contre-indication formelle. Voilà, le retour de couche, oui, précisément. Oui. Ouais. Première règle après l'accouchement. Tout à fait. Il n'y a pas de contre-indication formelle, mais c'est important de souligner. C'est important de dire ce que vient de dire Camille, c'est-à-dire finalement de se donner le temps, de laisser aux femmes le temps, parce que les relations sexuelles ne se limitent pas à la pénétration. Et en réalité, on ne devrait même pas parler de reprise, parce que c'est un continuum, c'est-à-dire qu'au final, il y avait une sexualité avant, pendant la grossesse, ou pas, pas d'injonction non plus, mais en tout cas, s'il y a cette continuité-là, il n'y a pas de reprise, puisque finalement, même en salle de naissance, lorsqu'on accueille son bébé, on est, s'il y a un toucher, s'il y a des caresses, si on se sent contenu, on est dans la sexualité. Donc voilà, le terme de reprise nous positionne encore dans une sexualité pénétrocentrée. Et c'est ce que déconstruit d'ailleurs Camille dans son livre. C'est ce que demandent les gens en fait aussi. Hein. Encore une fois. Alors, mais les gens, ils demandent ce que la société, ce que la société leur a inculqué, leur a imposé, leur a appris. La sexualité, c'est un apprentissage. Donc, si on apprend que effectivement, il y a des préliminaires et que le rapport sexuel, c'est ce qui vient après, on est conditionné. Alors qu'il n'y a pas de préliminaire, ça n'existe pas. Moi, je ne sais pas ce que c'est. C'est à partir du moment où on effleure quelqu'un, on est déjà dans un contact, on est déjà dans une relation. Elle devient sexuelle si on a décidé qu'elle est sexuelle. Évidemment, si quelqu'un nous effleure et que c'est pas consenti, on est également peut-être dans un acte sexuel, mais pour le coup là, répréhensible parce qu'il n'y a pas de consentement. Mais c'est important de replacer, je le dis toujours, la performativité du langage, les mots ont un sens et en fait ils nous impliquent et c'est important. C'est pour ça que c'est très intéressant quand Camille parle d'intimité tout en parlant finalement de sexualité, parce que en fait, elle participe de cette performativité du langage, c'est qu'au final, dans la tête des gens, on finira par comprendre sexualité, un de ces 4. Et de réduire la pression, du coup. Enfin, c'est l'objectif, en fait. Souvent, en consultation, quand on accueille les personnes, c'est souvent parce qu'il y a des a priori, des fausses croyances, une pression énorme de par ce qu'on entend, les amis, la société, etc. Et en consultation, mon objectif, c'est de pouvoir informer, remettre les choses à leur place et du coup juste vivre une sexualité qui est juste comme elle le souhaite et beaucoup plus dans le plaisir que dans la souffrance de la performance. Alors il existe une croyance générale selon laquelle le désir des hommes, je parle de désir sexuel, est plus important que celui des femmes, donc ce sont souvent les hommes qui demandent à quel moment ils peuvent de nouveau avoir des rapports sexuels avec pénétration avec leur femme. Est-ce que cette croyance, vous la voyez en consultation, en postpartum ?
Alors moi non. Après on dit souvent aussi en tant que professionnel on attire aussi certaines patientèles, clientèles. Donc moi dans les personnes que j'attire, c'est des papas très investis dans leur rôle, qui du coup sont tout aussi fatigués que la maman, sont tout aussi baignés d'ocytocine que la maman, et qui du coup se sentent bien et surtout sont à l'écoute déjà de comment la maman se sent, les soins du bébé, et sont pas du tout dans une pression, mais plutôt pareil dans l'écoute de l'autre, mais aussi de soi. Il y a d'ailleurs un papa, je peux le faire, c'est Cédric qui a le podcast Papatriarcat, qui lui disait il faut que les hommes soient responsables de leurs désirs, de leurs plaisirs, et d'arrêter de mettre cette pression sur l'autre en fait. C'est des êtres autonomes. Tout à fait pareil, hein. La question du désir dit masculin, c'est encore une fois un conditionnement de la société. C'est-à-dire il y a cette injonction. Alors si on revient à l'origine de l'origine, il y a cette idée que c'est l'homme qui doit initier, c'est l'homme qui doit séduire, qui doit parader pour attirer la femelle. Et donc pour le coup, partant de là, effectivement, les hommes se positionnent parce qu'on a finalement véhiculé cette idée-là dans cette posture de je suis dominant, c'est moi qui amène, c'est moi qui dirige, donc c'est moi qui ai le désir constamment sexuel et affectif présent. Voilà, réinventer sa vie intime après bébé, c'est le titre du livre de notre invitée Nadia ce matin. Elle s'appelle Camille Bataillon, elle est sexologue et coach en intimité, spécialisée en bien-être sexuel, slow sex et sexo-périnatalité. Et cofondatrice d'une plateforme de consultation sexologique qui s'appelle Mia.co. Ouais, qui est dédiée à toutes les personnes qui se posent des questions intimes, et il y a son versant Charles.co là pour les hommes. Bien. Depuis 5 ans, vous écrivez chaque jour 3 de vos désirs. C'était quoi les désirs d'hier ? Intéressant. De passer un chouette moment avec Nadia. J'ai dit en vrai, pas mytho. Non, c'est vrai. Vous pouvez vérifier dans mon journal intime. J'ai passé un chouette moment. Que mon séjour. Vous êtes méchant, vraiment. Réaliste. Je peux vous envoyer la preuve. Allez, je veux voir le journal intime. Donc, ça, c'est le 1. De passer un chouette séjour à Paris, parce que du coup, je viens de Bruxelles ce matin. Je suis arrivée ce matin. Et puis de passer un chouette moment avec ma meilleure amie ce soir, chez qui je loge. Ah, c'est super ça. Voilà. Vous avez un tel journal, Nadia ? Allez, juste un. Passer un chouette moment avec Camille. Merci. Mais c'est vrai. Bien, je peux pas lutter. Vous mettez 2 sexologues ensemble, c'est terminé. Vous avez lancé des appels à témoignages, d'ailleurs, sur Instagram, qu'on retrouve dans votre livre, qui illustre justement le propos des parents dans votre livre. Tout à fait, pour moi c'était important. Déjà, donc j'avais fait les recherches depuis quelques années. J'essaie de réactualiser. Il faut faire plus de recherches là-dessus évidemment, et plus inclusive. Mais du coup, voilà, j'ai fait appel aussi sur le terrain, savoir un petit peu comment ça se passe du côté des parents, des personnes enceintes. Et il y a à peu près une 50aine de personnes qui ont répondu. Et j'ai fait une dizaine d'interviews qualitatives juste pour vraiment poser les questions en face à face et mieux comprendre la situation. Alors comment est-ce qu'on peut mieux prendre en charge le bien-être intime de la maman et du couple ? Est-ce que vous avez réussi à répondre à cette question ? Ce qui revenait souvent, c'était déjà d'en parler. Oui. D'avoir un espace pour en parler, juste pour les parents et les couples poser leurs questions. S'ils n'osent pas poser les questions, que ça vienne des professionnels, en donnant des informations. Le minimum, je trouve, c'est de donner des informations justes, éclairées, comme si on revient sur attendre les prochains rapports, expliquer pourquoi, expliquer vraiment tout. Donc d'en parler, et aussi il y a les cours de préparation à la naissance. Comme je disais dans le livre, moi je rêve de cours de bien-être intime qui soient inclus aussi dans ces cours de préparation à la naissance. Mais ça consiste en quoi un cours de bien-être intime ? Pareil, leur donner toutes les informations. En fait, ce que je me suis rendu compte d'après les recherches et ce qui revenait chez les parents, c'est que plus les parents étaient informés sur ce qui allait se passer, ou pas, mais en tout cas d'avoir l'information, et puis en fait ils étaient déjà rassurés, il y avait moins d'appréhension, et que si jamais le jour où ça arrive, je sais pas, il y a une baisse de libido, il y a des sécheresses, et on sait pas, on se dit je suis pas normale, non, là on aura eu les informations en amont, et on pourra mettre des mots dessus, et si jamais on pourra aussi faire appel à une personne tierce pour nous aider.
Oui, et c'est vrai, c'est important ce que vous dites concernant la parole, parce que bien souvent, on désamorce pas mal de choses rien que dans un échange en consultation comme ça, ou même de façon informelle. Par exemple, dans la période en maternité, une professionnelle ou un professionnel qui passe à ce moment-là et qui, avec un seul mot, permet d'ouvrir justement la porte de l'échange, et ben ça change. Beaucoup de patientes le disent. On m'a tendu la perche et c'était au bon moment, et du coup ça m'a rassurée. J'ai pas eu toutes les réponses que je voulais, mais j'étais rassurée. Il faut pas beaucoup en fait. C'est un mot, une séance, et des fois en fait c'est surtout, et c'est ce que je dis en consultation, c'est la réassurance en fait, notre métier. Pour le moment en tout cas, c'est beaucoup de ça. Tout à fait. Après, il n'y a pas que ça. Vous donnez des exercices bien pratiques. Oui, des exercices pratiques. Vous l'avez testé? Ça, je peux dire. Non, qu'est-ce que tester moi? Je suis pas concerné par les exercices pratiques. Ah si. Non, Nadia m'a demandé. Nadia me dit. les a adaptés. Et là, j'ai eu froid. Et après chaud. Oh mon Dieu. Il y a des exercices. Il y a de très bons exercices. Donc, pardon, j'ai pas dit très bon. Il y a des exercices très bons. Bons exercices. Par exemple, vous parlez de la Queen Shower. Et moi, je vais proposer la King Shower. Ouais, tout de suite. Pourquoi pas mal? Non, Non, mais ça, c'est de l'humour de sexologue, vous voyez, par exemple. Non, parce que c'est adaptable. Alors, parlez-nous de Camille de la Queen Shower. Je savais que en fait, je l'ai trouvé comme ça, c'était, je me suis dit, ça sonne bien quand même. Parce que moi, j'ai fait des recherches après. Ça existe en vrai? Mais non, j'ai regardé, parce que non, ça va. Vous pouvez déposer le... Non, déposer, ça n'existe pas, ouais. On pensera Camille dans notre baignoire. Non, la Queen Shower, c'est vraiment en fait de remettre de l'attention sur un moment à soi, qui est le moment dans la douche, et de vraiment prêter attention à l'eau qui coule sur son corps, et vraiment d'arriver même peut-être à érotiser cette eau qui ruisselle le long de son corps, et de s'observer sans jugement, qui sont tous les principes de la pleine conscience, et du coup de vivre ce moment aussi en toute puissance, parce que on se valorise, on s'accepte, on s'aime, et voilà. Alors j'ai bien conscience que c'est pas en un seul exercice que ça va fonctionner, mais c'est dans la répétition en fait que ce genre d'exercice fonctionne. Il y a l'idée de quand même de se donner rendez-vous avec soi-même. Tout à fait. Donc, et ça passe par on installe la salle de bain. Enfin voilà, il y a tout un cérémonial. Oui. On largue tout le monde, voilà. Vaut mieux quand même. Voilà. Et non, mais c'est une organisation, c'est-à-dire qu'il faut s'arranger pour que l'entourage comprenne que à ce moment-là, j'ai rendez-vous avec moi-même, et donc on ne me dérange pas, et je prends soin de moi-même. Donc vous partez de l'environnement déjà, se mettre dans un environnement agréable, et puis de fil en aiguille se contacter, soit. Donc, c'est le contexte qui est important, oui, comme vous disiez, d'avoir un contexte qui est favorable au plaisir. Donc c'est vrai que si on sait qu'il y a les enfants qui sont partout, qui peuvent arriver à tout moment, on va pas pouvoir vivre la Queen Shower complètement. C'est ça. Et d'ailleurs, certains parents le disent, je peux même plus, même aller aux toilettes, c'est une aventure. Donc c'est vrai, ce que je propose, c'est quand même, ça peut être challengeant pour beaucoup de parents, et j'en ai conscience. Et c'est souvent aussi le travail en consultation où des mamans me disent, non, moi je fais plus de tout ça, j'ai pas le temps, etc. Et on arrive à mettre en place, ok, qui peut vous aider là-dedans pour vous décharger, pour que quelqu'un s'occupe des enfants, et vous, d'avoir des moments à vous, etc. Là, vous avez réussi à prendre 30 minutes en consultation, donc peut-être que vous pouvez prendre 30 minutes aussi pour vous, pour faire des choses qui vous plaisent, etc. Alors justement, il y a tout un chapitre, c'est le chapitre 4 de votre livre. Moi, j'ai adoré ce chapitre, évidemment. Évidemment, oui, qui s'appelle « Votre nouvelle vie intime avec vous-même ». Où là, mais c'est ça qui est chouette dans le livre de Camille, justement, parce que elle prend à contre-pied là où tout le monde va axer sur la relation dans le couple, l'attention à l'autre, et blablabla, et blablabla, ce qui est vrai. Qui existe aussi, il y a une reconnexion érotique avec son partenaire dans votre livre. Évidemment, sauf que Camille, elle met bien, elle remet les pendules à l'heure, elle explique tout simplement que on ne peut pas s'occuper de l'autre si on ne sait pas déjà s'occuper de soi-même. C'est la base, c'est la base, c'est ce qu'on dit ici constamment. Ouais. Donc vous parlez justement d'habituer votre corps, en fait, des habiletés auto-érotiques pour le coup. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Oui, c'est souvent ce que je vois, c'est comment on peut raviver notre sexualité ensemble. Et je suis là, oh là là, vous allez un petit peu trop vite là. On va déjà se centrer sur vous. Et évidemment, donc, comme on disait, avec la grossesse, l'accouchement, on passe par plein de bouleversements. Et donc là, c'est de se retrouver, ou alors plutôt de se redécouvrir dans
ces sensations, parce que les sensations peuvent changer aussi. fait. Et ça ne veut pas dire qu'elles sont moins bonnes qu'avant, elles sont juste différentes. Et c'est de pouvoir en fait éveiller son corps à un toucher, à son propre toucher aussi, et de pouvoir l'érotiser aussi. De pouvoir déjà savoir quand on se touche quels endroits nous font du bien, nous font moins du bien, quel rythme, quelle pression, vraiment de pouvoir mettre des mots sur ce qu'on ressent, parce que ça va aider aussi pour la suite dans son couple. Tout à fait. Et c'est important de le préciser parce que les femmes, très souvent, le disent après un accouchement, on a une imprégnation hormonale au niveau de la peau, notamment au niveau du ventre. Et les femmes, en fait, le décrivent très bien. La sensation, le toucher corporel change. Elles ont l'impression, en fait, de ne pas ressentir les mêmes sensations qu'avant. Donc, du coup, le fait de savoir qu'il y a une imprégnation hormonale, qu'il y a ces changements-là, et que ce n'est pas un handicap, mais bien au contraire, on peut... Richesse aussi. Exactement. On peut recombiner avec ça. Eh bien, il faut le savoir. Il faut le savoir. Et de prendre le temps, parce qu'aussi, comme vous disiez, et souvent c'est bon, je ne ressens plus rien, ou c'est différent, ou j'ai essayé, puis je ne ressens rien. Mais combien de fois vous avez essayé? Une fois, puis j'ai abandonné. Non, en fait, c'est pour ça que c'est vraiment créer des rituels. Tout à fait. Pareil, je me répète, mais avec la pratique, il y a des choses, il y a des sensations qui se développent, des nouvelles sensations, des sensations différentes. Et pareil, souvent, comme je dis en consultation, pourquoi on devrait hiérarchiser les sensations? Pourquoi il y aurait une sensation, celle de l'orgasme, qui serait la meilleure que toute autre, alors que chaque sensation, c'est déjà chouette, c'est déjà des sensations de plaisir, et il n'y a pas à les hiérarchiser. C'est juste des intensités différentes. Exactement. D'ailleurs, vous parlez du lovely touch. Donc, par exemple, un truc tout bête, au moment où on se met la crème après la Queen Shower, et bien, de prendre le temps, une fois de plus, de se contacter soi, c'est vraiment d'avoir cette finesse, en fait, de perception avec soi-même. Oui, de vraiment, et pareil, de s'auto-observer, en fait, parce que, évidemment, on passe par des changements, la peau change, juste de s'observer. Voilà, il y a des zones de notre peau où c'est plus doux, d'autres un peu plus rugueux, de voir les courbes, d'observer ses vergetures, de pouvoir les apprécier aussi, enfin, son corps de manière générale qui fait partie de la vie, quoi. Tout à fait. Quel est votre truc pour apprécier les vergetures? Là, je pense que vous avez intéressé des gens. C'est de les accepter. J'ai mis du temps à les accepter parce qu'on en parlait, enfin, on les a beaucoup diabolisés. Aujourd'hui, ce que j'apprécie beaucoup avec Instagram, c'est que je vois des vergetures sur les corps. Et moi, quand j'étais ado et que j'avais des vergetures partout sur les fesses, je me disais, je dois être la seule au monde à avoir ça, quoi. Et aujourd'hui, je sais que non, on est beaucoup. Que même Kim Kardashian, là. Oui, voilà, ouais. Ça rassure. Exactement. Et surtout, parce qu'avec le nombre de régimes qu'elle a fait, je pense que voilà. Donc, c'est important, effectivement. Il y a deux éléments. Il y a visibiliser, en fait, le corps des vraies femmes. Voilà, c'est-à-dire la grande majorité, non pas évidemment, le but c'est pas d'aller dans l'autre extrême, de stigmatiser les femmes qui n'ont pas de vergetures non plus, tant mieux pour elles, mais tant mieux aussi pour celles qui en ont, et se dire que c'est une grande majorité, notamment après une grossesse, donc, ou des grossesses. Donc du coup, c'est déjà visibiliser et relativiser, c'est-à-dire en parler comme quelque chose de normal. C'est une évolution, en fait, normale du corps, et pas comme quelque chose qu'il faut absolument combattre ou éviter. Oui, parce que ça peut être dramatique, certaines femmes, dès la première apparition, enfin dès la première vergeture, c'est la fin du monde. Voilà, c'est ça. Et vous avez même des femmes qui, pendant toute leur grossesse, sont focus là-dessus. Il faut vendre des crèmes, Oui, business, oui, mais l'un n'empêche pas l'autre. Il y a un business. On peut vendre des crèmes pour la Lovely Touch. Ou la Queen Shower, nos spéciales. C'est ça le truc. Non, mais plus on visibilise aussi, et plus on s'habitue aussi. Par exemple, les ventres postpartum, moi aussi, c'est grâce à Instagram que j'ai vu des vrais ventres postpartum. Au début, j'étais là, oula, oui, c'est vraiment comme ça. Et puis en fait, maintenant que j'en vois beaucoup, je suis là, c'est normal. C'est ça. Exactement. Heureusement qu'il y a Instagram. Parce et en tant que professionnel de santé, c'est aussi important de le dire. Moi j'ai aucun problème avec ça. Je le dis à mes patientes pour les sortir là des stéréotypes où, surtout en France, on est très très axé 12 kilos, pas plus, 1 à 2 kilos par mois. Moi j'ai mes patientes, écoutez, moi j'ai pris 30 kilos pour mes 2 grossesses. 30 kilos. Voilà, alors j'ai fait attention évidemment parce qu'il y a le diabète gestationnel, il y a tout le reste, mais j'ai pris 30 kilos et voilà, on les perd pas, peu importe, mais il faut pouvoir le dire même en tant que professionnel de santé. Vous avez préféré les garder, vous, Nadia? Voilà, très bien, ça me réchauffe en hiver.
Mais on a une place importante, les professionnels de santé, il faut le dire. Intimité postpartum ce matin avec Camille Bataillon qui est avec nous. Elle vient de Belgique. Elle est sexologue et coach en intimité spécialisée en bien-être sexuel, SOSEC et sexo-périnatalité. Donc vous avez inventé une double plateforme, Nadia. Oui, voilà, en fait, Camille a cofondé une plateforme qui s'appelle Mia.co, qui rassemble donc, plusieurs sexologues. Et c'est le versant de Charlie.co, donc c'est le versant féminin de Charlie.co. Ouais. Et évidemment, tout le monde sait ce que c'est Charlie.co, évidemment. Vous voyez, j'ai cédé la parole à Camille, qui est la spécialiste. Charles.co et Mia.co, c'est des plateformes de téléconsultation. Charles.co, c'est plus à destinée des hommes, et c'est avec des consultations avec des médecins sexologues. Et Mia.co, à destination des femmes et avec des sexologues. Mais bien sûr, on accueille toute personne. Voilà, c'est assez fluide, Mia.co, Charles.co. Voilà, vous êtes là pour nous parler de réinventer sa vie intime après bébé, le guide pratique bienveillant pensé par une sexologue engagée, c'est vous, et c'est chez Kiwi Édition. Vous dites que certaines chercheuses et chercheurs en neurosciences estiment que le postpartum, ça dure au moins 2 ans. C'est long finalement. Ça veut dire qu'il faudrait 2 ans pour retrouver... Pour s'en remettre complètement, trouver ses marques, ses repères, même avec son corps aussi, se sentir bien, même dans la dynamique aussi parentale, conjugale. C'est quand même un bouleversement. Et on le voit bien dans les recherches justement en sexo-périnatalité. La sexualité est impactée en postpartum jusqu'au 1 an au moins. Après 1 an, généralement, une grande majorité, ça revient à quelque chose qui les satisfont. Mais il faut laisser du temps, quoi. C'est ça. Et donc, on s'insurge évidemment contre les collègues qui disent qu'il faut se poser des questions si 6 mois après un accouchement, il n'y a pas eu reprise des rapports sexuels avec pénétration. Ça, je l'ai entendu de collègues sexologues. Donc non, stop, on arrête ces conneries, parce que ce sont des conneries. C'est quand le couple en ressent le besoin et on sort de la standardisation de rapport sexuel égale forcément pénétration. Parce que même les hommes n'y trouvent pas leur compte dans cette façon de penser. D'ailleurs, donc on continue dans les exercices, parmi ce que vous proposez... Là, on va passer aux exercices à 2, c'est ça, Nadia? Voilà. Les exercices là. On a vu les exercices solo. Voilà, maintenant à 2 ou même seul. Alors, en tout cas, celui-ci, c'est à 2. Vous dites, donc vous proposez aux gens de homer, à défaut de humer. On peut humer en homant d'ailleurs. Oui. Donc est-ce que vous pouvez nous en parler? Est-ce que tu veux homer avec moi? Voilà, oui. Alors faites attention. Vous avez découvert cette pratique du coup? Oui, j'ai découvert dans le livre. Voilà. Dans le livre. De toute façon, il n'a pas de clito, donc... Mais il peut trouver une personne avec... Voilà. On explique à tout le monde. Déjà ce que c'est. Oui, justement. Parce que là, on va perdre les gens. Oui, j'ai beaucoup perdu le monde avec justement. Parce que les gens qui veulent homer, la O-M-E-R. Voilà. Il y a Patrick Soulaï avec nous qui va aimer homer, je sais. Qui va aimer homer. Ah oui, je connais. Hein. La méditation orgasmique, alors ça vient des États-Unis, évidemment, une pratique californienne. C'est une pratique de pleine conscience qui se pratique à 2, à la différence d'autres méditations où généralement c'est seul. Là, c'est à 2. Et dans le binôme, ça peut être soit 2 personnes avec une vulve, soit ça peut être une personne avec pénis et une personne avec une vulve, parce qu'il faut que dans le duo, il y ait un clitoris. Donc c'est une pratique qui est très cadrée par sa philosophie, par les différentes étapes, où il y a une stimulation du clitoris pendant 15 minutes, sans autre but que de ressentir ce qui se passe pour la personne qui caresse et pour la personne qui est caressée. Donc, méditation orgasmique, le but, c'est pas d'avoir un orgasme tel que la société l'entend, mais de ressentir toutes ces sensations qui sont déjà orgasmiques et plaisantes et d'être dans le moment présent, ce qui est quelque chose de très important dans la sexualité. Donc, c'est une méditation de pleine conscience qui se pratique à 2. Voilà. À 2. Ouais. Et moi, je la recommande justement pour les couples parce que je trouve que ça a des bienfaits en termes déjà de communication, parce que c'est une pratique où on parle de consentement, on demande si on a envie de pratiquer, on partage ses émotions. Parce qu'on pose la question avant, c'est pour ça qu'on le disait. Il faut, alors, on pose la question telle qu'elle a été... Oui, c'est ça. Est-ce que tu veux homer avec moi? Et donc, et sous quel type est la réponse? Oui ou non. Ah bon, il n'y a pas plus, c'est pas. Il n'y a pas besoin de justifier quoi que ce soit. Le non, il n'y a pas besoin de justifier. Non, c'est non parce que j'ai pas envie maintenant. Non, mais bref, pas besoin de justifier. Non, oui.
Et ça, c'est chouette quand on pratique ça, parce que du coup aussi, on est plus OK avec des fois des refus quand l'autre n'a pas envie de sexualité. Ça permet aussi un échange ou alors donc pour les hommes là qui pratiquent ça avec leur partenaire, souvent vont dire en fait... parce qu'aussi dans toutes les étapes de la méditation orgasmique, il y a une étape que je trouve très chouette aussi, qui est d'observer le sexe de sa partenaire. Et c'est vrai qu'il y a peu d'hommes qui observent vraiment pendant plusieurs minutes un sexe comme ça, sans rien faire que d'observer. Et d'observer ce qu'ils voient en fait. Enfin, il y a quand même un certain nombre d'études qui existent. Je suis allé vérifier suite à une émission qu'on a fait vendredi dernier avec l'imam Abdelali Mamoun. Il y a quand même un certain nombre de couples qui ne se montrent jamais nus l'un en face de l'autre. Donc, ça ne concerne pas tous les couples. Oui, donc c'est pas une pratique évidente, ça c'est clair. C'est pour ça que quand j'en parle, ça choque pas mal, j'en ai conscience. Qui ne se montrent pas nus et qui font l'amour dans le noir. Oui. Mais ça existe, voilà. Oui. Et c'est assez fréquent finalement quand on questionne les gens. Tout à fait. Parce qu'encore une fois, on ne parle pas vraiment de sexualité, on connaît mal son corps, et donc si on connaît mal son corps, on n'est pas très à l'aise aussi si quelqu'un nous touche. Donc c'est tout à fait. Et c'est important ce que dit Camille, parce qu'en fait, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, pour pouvoir finalement participer avec l'autre, savoir se connaître soi-même, c'est quand même... me semble-t-il plus simple de se découvrir soi-même et de découvrir l'autre, que ce soit par le toucher, par le contact, par l'odeur, avec les 5 sens en fait que l'on a, que finalement de s'amputer de tout ça, parce que en règle générale, ne pas vouloir s'exposer ou ne pas vouloir voir l'autre, ça tombe, ça découle, ça ne tombe pas du ciel, ça découle. Ça peut être une question de pudeur, tout simplement. Oui, mais la pudeur, elle vient pas de n'importe où en fait, elle vient pas de l'opération du Saint-Esprit. La pudeur, en fait, ça fait partie je sais pas, ça fait rire tout le monde. ça vient d'un continuum éducatif, en fait, d'un continuum sociétal. Si vous avez été élevé comme ça, en vous disant qu'il fallait pas se montrer... Mais ça se travaille. C'est pas parce qu'on a pu nous dire dans notre éducation que la sexualité, c'est burk-burk. Et pourtant, si on reboote le logiciel et qu'on découvre que finalement la sexualité c'est pas burk mais c'est miam miam, et dans ce cas-là, voilà, on change de paradigme. Ça va finir dans le bêtisier, Nadia. Bon, alors d'autres, non, et après c'était le miam miam qui était derrière. Oui, parce que finalement c'est la vision de la sexualité. Voilà, exactement, c'est de cet ordre-là. Il y en a beaucoup qui disent miam miam aussi quand même. Non, Camille. Moi je dis vision de la sexualité. Non, mais c'est-à-dire que vous en cabinet, vous voyez que des gens qui disent burk parce que s'ils disent miam miam, ils viennent pas vous voir, ils n'ont pas besoin. Alors j'en ai beaucoup aussi en bien-être sexuel qui sont déjà dans le miam miam mais veulent approfondir miam miam plus. Ils veulent miam miam miam. Ils veulent le gastro. C'est ça, voilà. Ils veulent plus juste. Sortez-moi de là. Il y a d'autres exercices, vous n'avez pas. Il y a les hot dates. Oui, les hot dates. Hot dates. Ouais, j'ai voulu garder pas mal de mots anglais. Ah ouais, vous êtes trop californienne. Mais c'est bien, comme ça vous avez une longueur d'avance. Vous avez une longueur d'avance, comme ça rafraîchit les concepts. Honnêtement, je trouve que ça passe mieux. Parce que si quelqu'un dit est-ce que tu veux homer, est-ce que tu veux méditer orgastiquement parlant avec moi, ça fait quand même super long. Donc, ou même rendez-vous amoureux, hot dates. Hot date, ça donne tellement envie, plus non cette année, franchement. Yeah. C'est 2021. Bon, personne ne me dérange, je prends ma queen shower. Non, mais voilà, ça donne un petit. Nadia, je vais encore recevoir des mails. Envoyez, écoute, c'est bien. Si ça fait bouger, alors c'est quoi la hot date La hot date. Hot date avec son partenaire. C'est déjà de prévoir, de planifier des moments intimes. Des moments qualitatifs. Quand je parle de hot date, c'est des moments qualitatifs. Donc, c'est-à-dire, moments qualitatifs, c'est en mettant de l'intention. C'est-à-dire, déjà de planifier. Alors, souvent, ce que les couples vont dire, c'est planifier, du coup, c'est pas spontané. Moi, je trouve que l'un et l'autre, c'est pas deux choses différentes. Au contraire, planifier, ça va venir stimuler du spontané. Donc, il faut passer par la planification. Sinon, il se passe rien. Les couples long terme, s'ils attendent du spontané, je leur dis, OK, qu'est-ce qui se passe ? En fait, il y a des codes. C'est pas la planification qui est problématique en réalité, c'est la non-intention. Et donc, vous le dites très bien, c'est le fait de planifier permet de poser une intention, et donc l'acte qui vient derrière, en fait, a beaucoup plus de valeur, il est beaucoup plus ancré. Comme sacraliser un petit peu, je reprends vos mots où vous disiez il faut resacraliser aussi la sexualité, lui redonner du rituel, mais c'est
en fait comprendre pourquoi on fait l'amour, en fait, pourquoi on veut être en connexion avec l'autre. Et ça, je pose souvent aussi la question aux hommes qui du coup ont plus envie des fois que leur partenaire. Je leur dis mais pourquoi vous avez envie de sexualité? Et en fait, quand on creuse, c'est pas forcément parce qu'ils sont en besoin, en manque de sexe, c'est parce qu'ils veulent juste se sentir aimés ou se sentir en connexion avec leur partenaire. Mais il y a 1001 façons d'être connecté avec sa partenaire autre qu'avec son pénis dans un vagin. Mais est-ce que vous constatez que les hommes ont plus envie que les femmes ou pas? Pas dans mon cabinet. J'arriverai pas à lui faire dire. Est-ce que vous arrivez à répondre à cette question? Comment est-ce qu'on construit un couple érotique durable? Parce que c'est une question qui revient souvent. Les gens veulent maintenir l'envie, l'érotisme, le plaisir. Malgré les années qui passent. Malgré les années qui passent, ouais, c'est le changement. Faut pas avoir peur du changement. Ça veut pas dire. Alors souvent les couples vont s'arrêter, se dire faut que ça soit comme avant, etc. Okay. Comme la première fois, comme au début. Comme au début. Bah ok. Alors comment c'était au début? Bah au début, on planifiait. On savait quand est-ce qu'on allait se voir. On était tout excités. On se préparait. On était en avance. Tout était planifié. Et bah ok. Faisons la même chose 10 ans après. En fait, là, Camille, elle parle du mythe fondateur aussi. C'est-à-dire comment de revenir de temps en temps, de refaire un reverse et de revenir mais c'est le mythe fondateur du couple. Mais les gens recherchent ses premières sensations, Nadia. Exactement. Et que ça doit être naturel, spontané. Exactement. Mais c'est ça, c'est un mythe à déconstruire pour le coup. Cette spontanéité. On peut avoir des moments de spontanéité, effectivement, mais en règle générale, si on veut une rencontre qualitative, ça se programme. Ou en tout cas, il faut de la planification avant. Enfin voilà, si les couples n'attendent que du spontané et ils mettent pas d'attention, ils mettent pas de choses en place, il se passera rien. Après, ça laisse de la spontanéité dans la programmation. C'est-à-dire qu'on peut programmer quelque chose, mais on n'a pas tous les détails du programme. On peut aller chez Angelina boire un chocolat ou pas? Ou c'est pas là-dedans qu'il faut faire? Vous pouvez, si c'est un moment où justement vous parlez de vos projets, ou vous passez un bon moment, vous rigolez, si ça vous fait plaisir, oui. Mais c'est pas dans le genre. Enfin, c'est une haute date au chocolat, mais c'est pas. Moi je kifferais. Voyez, voilà. Moi je voulais reprendre la parole de Mali. Qui est alors je sais pas si c'est c'est des des pseudos évidemment, mais je sais pas si c'est un homme que vous avez vu en consultation ou si c'est parmi les enquêtés, où il dit on fait moins, donc depuis en fait la naissance de leur enfant, on fait moins souvent l'amour, mais on le fait mieux, et je sens une complicité nouvelle entre nous, et c'est un homme qui le dit. Donc, vous voyez, c'est pour rebondir sur la question est-ce que les hommes ont plus de désir sexuel que les femmes? En fait, c'est un homme finalement qui s'est rendu compte. C'est une idée reçue, Nadia. On dit quand la femme vient d'accoucher, il y a l'homme qui est là, qui attend, qui dit bon, voilà. Oui. Alors que ça impacte aussi les hommes, la paternité. Oui, c'est une croyance aussi, mais je pense aussi pour certains hommes, parce qu'on parle de ça, on dit les hommes ils attendent après, ça va les. Il y a un conditionnement. Il y a un conditionnement, donc ils vont dire et en fait quand on les questionne, en fait non, en fait c'est superficiel tout ça. Donc à la King Shower pour les hommes aussi. Bien, alors si vous arrivez à la fin de l'émission, il faudra réécouter le début de l'émission en podcast, ou vous regardez la captation de l'émission sur la chaîne YouTube. Je rappelle le titre du livre de Camille Bataillon qui est avec nous ce matin, Réinventer sa vie intime après bébé, un guide pratique bienveillant pensé par une sexologue engagée, c'est vous Camille, chez Kiwi Édition. Merci d'avoir été avec nous Nadia, on vous retrouve mardi. Merci Camille. Et passez une très belle journée santé sur Beurre FM.